Tesla est un des plus grands ingénieurs de l'ère moderne. On le présente souvent comme le rêveur désintéressé face à Edison, son patron tyrannique qui lui vole ses inventions. On va voir que, comme souvent, la réalité est un peu plus subtile que ça. Grâce à l'histoire de Tesla, on se rend compte que la science, c'est pas seulement des équations arides et des raisonnements froids, c'est aussi de l'imagination et des prises de risques. Cette imagination, des fois, elle part un peu dans tous les sens, mais ça fait partie du processus créatif. Et Tesla, il n'avait pas peur d'être pris pour un excentrique. Bon, il avait tendance à vendre du rêve et à exagérer un peu. Face à ça, il faut garder les pieds sur terre pour ne pas dire n'importe quoi. Mais bon, on a le droit de rêver un peu. C'est ça qui pousse les inventeurs à changer le monde et à améliorer le quotidien des gens. La science, c'est à la fois une rigueur de travail, de l'esprit critique, et à la fois une activité de création où on s'autorise à rêver et à imaginer des choses qui semblent impossibles. Et Tesla, il fait bien les deux à la fois. Il fait partie d'une longue lignée d'inventeurs et de scientifiques qui nous ont permis de maîtriser l'électricité. Et pour comprendre son apport, il faut d'abord comprendre comment les savants ont peu à peu développé les machines électriques. Donc on va d'abord parler de ces développements. Ensuite, on verra que les relations entre Tesla et Edison étaient beaucoup plus subtiles qu'on le croit. Et enfin, on parlera des projets un peu fous de Tesla sur la fin de sa carrière. Tout commence en 1663 avec von Guericke qui fabrique l'ancêtre du générateur électrique. Il met du soufre en poudre dans un récipient sphérique en verre, il fait chauffer le tout pour faire fondre le soufre, il laisse refroidir et ensuite il casse le verre pour obtenir une boule de soufre rigide et homogène. Et quand il passe sa main dessus, ça crée des frottements qui arrachent des électrons de la main. Ces électrons se retrouvent sur le bloc de soufre qui du coup va se retrouver chargé négativement. On a donc un objet chargé, ça va créer un champ électrique et ça permet d'attirer des petits objets légers comme des plumes ou des morceaux de tissu grâce à l'électricité statique. Von Guericke montre au passage que la propriété se transmet à d'autres objets par contact. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la conduction électrique. Bien sûr, il ne fait pas tout ce raisonnement. À l'époque, les électrons, on ne sait pas ce que c'est. Non, von Guericke, il pense que ce phénomène est dû à la circulation de vertus cosmiques. Pour lui, la sphère repousse ce qui est dangereux ou désagréable pour elle. Voilà, ça rejoint le thème du rêve. Le mec, je sais pas où il est dans l'espace, et pourtant c'est lui qui est à l'origine de la maîtrise de l'électricité. Donc faut pas se moquer des gens un peu rêveurs. Ils prennent des risques, donc souvent ça rate, mais des fois ça permet d'innover. En 1705, Hauksbee s'inspire de cette machine pour fabriquer le premier vrai générateur électrique. Cette fois-ci, il fait tourner une sphère de verre grâce à une manivelle, et en laissant sa main frotter sur la surface, il produit dans la sphère une lueur bleue qui ressemble au feu de Saint-Elme. Vous savez, c'est ces lumières qui apparaissent sur les mâts des navires pendant un orage. Ce qui se passe, c'est que la machine d'Hauksbee convertit de l'énergie mécanique, le mouvement, en énergie électrique. Et c'est bien ça le principe d'un générateur. Au début, sa découverte n'intéresse pas trop les savants, mais plutôt les magiciens de rue. Donc là aussi, on a une expérience qui va mener à la maîtrise de l'électricité, et donc au monde moderne, mais sur le moment, c'est vu comme une espèce de tour de magie. Il faudra attendre 40 ans pour que Muschenbroek fabrique la bouteille de Leyde du nom de la ville où il habitait. Cette bouteille permet d'accumuler l'électricité pendant plusieurs jours. C'est l'ancêtre du condensateur. Et la bouteille accumule l'électricité grâce à la machine d'Hauksbee. À l'époque, notamment grâce à Stephen Gray, on commençait déjà à visualiser le courant électrique de la même manière que l'écoulement de l'eau. Et du coup, pour stocker l'électricité, l'idée c'était de faire comme pour l'eau, de la stocker dans une bouteille. On recouvrait la bouteille d'une feuille de métal et on laissait tremper dans l'eau un fil, lui aussi en métal. Du coup, il y a deux matériaux conducteurs, l'eau dans la bouteille et la feuille de métal autour. Aujourd'hui, l'équivalent de ces deux matériaux, ce seraient les deux plaques des condensateurs. Une fois qu'on a fabriqué la bouteille, on la relie au générateur d'Hauksbee, et quand la sphère frotte sur la main, des électrons sont arrachés à la main, ils passent au niveau de la surface du verre, et sont amenés grâce au conducteur métallique jusque dans la bouteille d'eau. Si la bouteille est posée sur un isolant, il ne se passe pas grand-chose, mais si elle est tenue à la main par une autre personne, des charges positives vont s'accumuler à l'extérieur de la bouteille sur la main de cette deuxième personne. Ça vient du fait que les charges négatives dans l'eau repoussent les charges négatives à l'extérieur de la bouteille et attirent les charges positives. Et donc plus la personne à droite fait frotter ses mains sur la sphère de verre, plus il y a de charges moins qui arrivent dans l'eau, et par influence, plus il y a de charges moins dans l'eau, plus il y a de charges plus à l'extérieur de la bouteille.
Ça, c'est historique. C'est la première fois qu'on arrive à accumuler des charges électriques. La personne à gauche, elle est connectée aux charges plus qui se sont accumulées sur la feuille de métal. Et si elle s'amuse à toucher le fil, donc la borne moins, vous savez ce qui va se passer. Elle va fermer le circuit et donc elle va se prendre un choc parce que les charges électriques vont circuler à travers elle. Donc on a un générateur, on s'est transformé de l'énergie mécanique en énergie électrique. On a un condensateur, c'est la bouteille de Leyde, donc on sait stocker les charges électriques. Ces deux inventions amèneront plus tard la révolution électrique, mais au XVIIIe siècle, c'est surtout utilisé dans les foires pour donner des chocs électriques et faire marrer les gens. Donc c'est dans cet ordre-là, d'abord la rigolade et ensuite le progrès technique. C'est grâce à Charles Dufay qu'on a pu interpréter cette expérience avec la bouteille de Leyde en utilisant les concepts de charge positive et de charge négative. Ce que Dufay remarque, c'est que de petites feuilles d'or sont attirées par un globe de verre chargé, mais repoussées par un globe de résine. Du coup, il s'est dit qu'il y a deux types d'électricité, l'électricité vitreuse et l'électricité résineuse. Et un peu plus tard, c'est Benjamin Franklin qui dira que c'est plutôt deux états de l'électricité, l'état positif et l'état négatif. Mais le fait que les charges identiques se repoussent et que les charges opposées s'attirent, ça vient de Charles Dufay. Qui connaît Charles Dufay aujourd'hui? Levez la main. Et voilà, personne. C'est pas normal. Ok, donc l'électricité statique, à ce moment-là, on commence à maîtriser, mais ce qui va vraiment changer la donne, c'est quand on va trouver le lien entre électricité et magnétisme. Un des collaborateurs de Dufay est Jean-Antoine Nollet, un des plus grands expérimentateurs du XVIIIe siècle. Nollet va mettre au point quelque chose de très important, un électromère. C'est un instrument qui permet de mesurer la charge électrique. Il est constitué de deux feuilles d'or suspendues à une électrode. Dès que l'électrode est chargée positivement, les deux feuilles d'or vont elles aussi être toutes les deux chargées positivement, et donc elles vont se repousser vu qu'elles ont des charges identiques. Et même chose si l'électrode est chargée négativement, les deux feuilles d'or vont être toutes les deux chargées négativement, et donc elles vont se repousser. Et plus il y a de charge, plus les feuilles se repoussent, et donc plus l'angle va être grand. Et cet angle, on peut le mesurer, donc ça nous donne un moyen de mesurer la charge électrique. Au début, les mesures sont approximatives, mais en 1785, Charles-Augustin Coulomb va énoncer une loi, qu'on appelle aujourd'hui la loi de Coulomb, et qui va permettre de calculer les charges grâce à la force de répulsion. On reparlera sûrement de cette loi, elle est très importante. À noter qu'aujourd'hui, l'unité de la charge électrique, c'est le coulomb. Donc à ce moment-là, on a des générateurs, des condensateurs, des électrodes et même des instruments de mesure. En 1800, Alessandro Volta fabrique la première batterie qui sera appelée la pile Volta. Pour faire ça, il empile des disques de zinc et de cuir dans de l'eau salée. Donc le mot pile, ça vient de là. À la base, on empilait les éléments les uns sur les autres. Ce qui se passe, c'est que ça va rouiller. Les atomes de zinc vont se faire oxyder au contact de l'eau. Et l'oxydation, ça libère des électrons, des charges négatives, et donc la plaque de zinc, ça va être la borne moins du circuit. C'est la borne qui fournit les électrons. La plaque de cuivre, elle va jouer le rôle de la borne plus de la pile. Et ça, c'est un tournant important parce qu'on a là un nouveau type de générateur électrique. Au lieu de générer de l'électricité statique à partir d'un mouvement mécanique, cette fois-ci, on transforme de l'énergie chimique en énergie électrique. Donc à la fin, on a bien de l'énergie électrique, c'est bien un générateur, mais on est parti de l'énergie chimique, pas de l'énergie mécanique. Et ça permet entre autres d'avoir des courants beaucoup plus forts. Pour rendre hommage à Volta, on a nommé l'unité de la tension électrique le volt. Je ne sais pas pourquoi on a enlevé le A. En 1820, Hans Ørsted découvre qu'un fil parcouru par du courant pouvait faire bouger l'aiguille d'une boussole. On commence alors à comprendre que l'électricité et le magnétisme sont reliés, c'est le début de l'électromagnétisme. À partir de ce résultat, André-Marie Ampère formule la première théorie de l'électromagnétisme et il suppose en particulier que le courant électrique est créé par le mouvement de plein de petites particules chargées. Au début, son modèle n'est pas vraiment accepté et il faudra attendre des années pour qu'on découvre l'électron et qu'on confirme sa théorie. Et aujourd'hui, l'unité du courant électrique, c'est l'ampère. Ce lien entre électricité et magnétisme, c'est une des plus grandes avancées du 19e siècle. Et ça va notamment permettre à Michael Faraday de fabriquer le premier moteur électrique. Le principe, c'est de connecter un disque conducteur à une pile en mettant la borne moins au centre du disque et la borne plus sur les bords.
On met un aimant sous le disque pour créer un champ magnétique. Donc là, la direction du champ magnétique, c'est vers l'écran. Et si vous avez vu la vidéo sur les éruptions solaires, vous savez qu'un courant électrique dans un champ magnétique, ça crée une force sur les particules chargées. Et pour connaître la direction de cette force, on utilise la règle des 3 doigts de la main droite. Bon, ici, c'est des électrons chargés négativement, donc il faut utiliser la main gauche. Donc on met le pouce dans le sens de la vitesse des électrons, on met l'index dans le sens du champ magnétique, donc vers l'écran, et vous pouvez vérifier, vous faites ça où vous voulez sur le disque, ça va toujours donner une force avec le majeur qui fait tourner le disque dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon, la première expérience de Faraday, c'est plus simple que ça, c'est juste un fil qui tourne autour d'un aimant, mais c'est le même principe. On fournit de l'énergie électrique et ça produit un mouvement, donc de l'énergie mécanique. C'est ça le principe d'un moteur électrique. Faraday a fait beaucoup d'autres travaux, notamment sur la fameuse cage de Faraday, et sur un phénomène qui s'appelle l'induction. Donc vous créez un champ magnétique, vous le faites varier, et vous faites ça à côté d'un conducteur, par exemple un morceau de fer. Et bien si vous faites ça, ça va créer du courant à l'intérieur du conducteur. C'est ça l'induction, c'est le principe des plaques à induction d'ailleurs. On met un champ magnétique variable en dessous, ça crée des courants électriques dans la plaque et ça la fait chauffer. On va en parler après, Tesla fera une invention très importante basée sur le principe de l'induction. Vous commencez à avoir l'habitude, pour rendre hommage à Faraday, on lui a associé une unité. Aujourd'hui, les capacités des condensateurs se mesurent en farad. Donc on a vu qu'un générateur, c'était la transformation d'une énergie mécanique en énergie électrique. Ici, le moteur de Faraday, c'est l'inverse. On transforme de l'énergie électrique en énergie mécanique. En 1831, Faraday construit le premier générateur électromagnétique. Les générateurs qu'on a vus au début, ils fonctionnaient avec l'électricité statique, on les appelle des générateurs électrostatiques. Ils donnaient des tensions très élevées, mais des courants très faibles. Donc d'un point de vue technologique, ça n'avait pas beaucoup d'applications, ça servait juste à donner des jetons aux gens dans les foires. Par contre, le générateur de Faraday, bon, il n'était pas très efficace non plus, mais sur le principe, il a ouvert la voie à tout un tas d'inventions électriques qui, elles, envoient du courant important. Et parmi ces inventions, on a notamment la dynamo, inventée en 1832 par Hippolyte Pixii. Pixii fait tourner un aimant à l'aide d'une manivelle, et juste au-dessus de cet aimant, il y a des fils électriques qui sont enroulés autour de morceaux de fer. Ces enroulements, on appelle ça des bobines électriques, et quand ces bobines subissent un champ magnétique tournant, elles créent du courant électrique. Et ça, on en a parlé juste avant, c'est la fameuse induction, le phénomène que Faraday avait théorisé. À cause de la rotation, au niveau de la bobine, on a un coup le pôle nord de l'aimant, un coup le pôle sud, et ça va créer un courant qui va un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Ça s'appelle le courant alternatif. Donc ce courant alternatif change de sens très souvent, contrairement au courant continu qui lui va tout le temps dans le même sens. On va le voir un peu après, il y a des technologies qui vont être basées sur le courant alternatif, d'autres technologies qui vont être basées sur le courant continu, et ça va être la guerre entre les deux. À partir de là, on commence à se rendre compte que l'électricité va permettre de moderniser les usines et aussi les habitations. Donc on arrête de mettre des coups de jus aux passants dans les foires et on passe aux choses sérieuses. Tout le défi, ça va être de produire cette électricité en masse et surtout de la distribuer. Et pour ça, le premier à proposer le courant alternatif, c'est Lucien Gollard. Je parie que vous avez jamais entendu parler de lui. Bon, moi non plus avant de préparer la vidéo, mais comme pour du fait, c'est pas normal. Dès 1883, le fameux Lucien Gollard donc met au point tout un dispositif de distribution grâce à des transformateurs et des lignes à haute tension parcourues par du courant alternatif. Au début, tout n'est pas parfaitement au point, mais sur le principe, c'est encore ce qu'on utilise aujourd'hui, des lignes à haute tension et du courant alternatif. Donc quand vous allumez la lumière ou votre télé, vous pouvez dire « Merci Lucien Gollard ». Il met aussi au point un générateur qui éclaire 5 stations de métro à Londres, et il alimente une ligne de 80 km près de Turin. Malheureusement, ces brevets sont refusés, et entre-temps, il y a d'autres personnes qui vont déposer des brevets sur les mêmes inventions. Ça le rend fou, littéralement, et il finit interné à l'hôpital. En février 1888, il va à l'entrée de l'Élysée, le concierge lui demande « Qu'est-ce que vous voulez ?» et il répond « Je suis Dieu et je veux la paix universelle ». On le ramène à l'hôpital et il meurt quelques mois plus tard dans l'oubli à l'âge de 38 ans. Son destin rappelle celui d'un inventeur qui a également fini un peu oublié, mais qui lui est redevenu très célèbre, Nikola Tesla.
Tesla est né en Croatie et venait d'une famille serbe. Son père lui donne une éducation assez exigeante, il doit toujours s'entraîner à essayer de deviner la pensée des autres, à faire du calcul mental et à réciter des textes. Dans sa jeunesse, il avait parfois des impressions visuelles très fortes. Quand on lui parlait d'un objet, il le visualisait comme s'il était devant ses yeux et il n'arrivait pas à se débarrasser de l'image. Ça allait tellement loin que des fois, il n'arrivait pas à faire la différence entre le réel et son imagination. Plus tard, il utilise cette capacité pour imaginer des machines, les faire tourner dans sa tête, et seulement après il les fabriquait, et ça a marché à chaque fois. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans sa biographie. On verra que des fois, Tesla, il avait un peu tendance à exagérer. Quand il est étudiant, son état mental est pas toujours très stable. Il voit des flashs lumineux, ça lui donne des migraines. Il a des aversions assez bizarres pour des objets très précis, comme les pêches ou les boucles d'oreilles. Il supportait pas l'odeur du camphre, et dès qu'il faisait une tâche répétitive, il fallait que le nombre d'actions soit toujours divisible par 3. Il était aussi hypersensible au bruit. C'était un travailleur acharné, il dormait très peu, en fait il travaillait tout le temps jusqu'à l'épuisement. À 22 ans, il devient ingénieur électricien, et là il fait plein d'inventions. Il met au point un amplificateur téléphonique, il perfectionne la dynamo, vous vous souvenez l'invention de Pixie, et il répare aussi les pannes dans les centrales électriques en Allemagne et en France. Au bout d'un moment, il finit par aller aux États-Unis pour travailler chez un certain Edison. Edison, c'était un inventeur et en même temps un homme d'affaires. Il a joué un rôle capital dans le développement de l'électricité et en particulier de l'éclairage public. Tesla dira en parlant d'Edison « J'étais stupéfait par cet homme admirable qui avait accompli tant de choses sans antécédents financiers ni formation scientifique. » Donc Edison, c'est pas le mec qui est juste là pour distribuer les billets et ramasser les bénéfices à la fin. C'est un mec au début, il n'a pas d'argent, il n'a pas de formation scientifique, c'est un passionné, c'est un bidouilleur. Et justement, il s'entoure de gens qui ont des formations scientifiques pour essayer de transformer ses idées en machines concrètes. Une des forces d'Edison, c'était de développer des systèmes complets. Aujourd'hui, il est surtout connu pour la lampe à incandescence, mais cette lampe, c'était seulement une partie de tout un système complet, avec des générateurs, des lignes de transmission, le choix d'une certaine tension, d'une certaine intensité. L'avantage, quand on gère toute une chaîne de technologies comme ça, c'est qu'on peut très facilement identifier le maillon faible. C'est un peu comme pour une chaîne Hi-Fi, entre le disque, le lecteur, les fils, les haut-parleurs, dès qu'il y a un des composants de la chaîne qui est moins bon, c'est tout le système qui perd en qualité. Et si vous améliorez ce composant en limitant, tout le système s'améliore d'un coup. Cette manière de procéder, en recherchant tout le temps le point limitant, ça a permis à Edison et à ses employés de faire plein d'inventions. En l'espace de 3 ans, ils vont déposer plus de 200 brevets. Alors ce qui a fait naître beaucoup de critiques envers Edison, c'est que tous les brevets étaient déposés en son nom, même quand ça venait de ses employés. Le but, c'était de construire une image de marque pour attirer les investisseurs. Et ça a bien marché, grâce à ça, il a pu déployer son réseau, ça a donné beaucoup de traction à l'entreprise. Mais effectivement, ça a créé des tensions avec les employés, notamment avec Tesla, qui pourtant ne ménageait pas ses efforts. Tesla aux États-Unis et Ferraris en Italie vont fabriquer indépendamment un même genre de moteur. Ce moteur va changer beaucoup de choses. Il est constitué d'une partie statique qu'on appelle le stator et d'une partie en rotation qu'on appelle le rotor. Le stator crée un champ magnétique variable, comme tout à l'heure avec les plaques à induction, et comme le rotor est aimanté, le champ magnétique du stator va faire tourner le rotor à cause de l'induction. Donc on envoie de l'énergie électrique pour fabriquer ce champ magnétique tournant, et à la fin, on a un moteur qui entre en rotation, c'est exactement ce qu'on veut. Tout ça, ça marche grâce au stator qui crée un champ magnétique variable. Et comment est-ce qu'on crée un champ magnétique variable? Avec du courant électrique variable, avec du courant alternatif. Le souci, c'est que Tesla, à ce moment-là, il travaille chez Edison. Et chez Edison, toutes les technologies fonctionnent avec le courant continu. Tesla, il est un peu bloqué, en plus, il se fait pas toujours payer pour ses inventions. Et du coup, il va partir chez la concurrence, chez un monsieur qui s'appelle Westinghouse, et qui, lui, veut mettre en place le courant alternatif. Et à partir de là, c'est la guerre. Au début des années 1880, c'est le courant continu qui est utilisé aux États-Unis. C'était facile à alimenter avec des batteries, on pouvait rapidement adapter la puissance en fonction de la demande, et tout un système de technologie était déjà mis en place autour du courant continu
notamment la lampe à incandescence d'Edison. À côté de ça, le courant alternatif était très peu utilisé pour l'éclairage et il n'y avait pas de moteur alternatif qui fonctionnait suffisamment bien. Il y avait bien le système de Lucien Gollard, mais c'était du courant monophasé et ça posait des problèmes. Quand vous envoyez du courant depuis une centrale électrique, l'énergie elle est envoyée par le câble de phase et le circuit est fermé par le câble de neutre. Souvent la phase c'est le fil rouge et le neutre c'est le fil bleu. Et aujourd'hui on rajoute un fil de terre jaune et vert pour éviter les électrocutions. Dans le système de Lucien Gollard, il y avait un seul fil de phase. On appelait ça du monophasé. Et le problème avec le monophasé, c'est que la puissance fluctue. Et ça, c'est pas bon pour les machines. Les machines, elles ont besoin d'une puissance stable. L'idée de Tesla, et c'était pas le seul, il y avait aussi Dobrovolsky et Ferraris qui ont mis ça au point. L'idée donc, c'était d'utiliser 3 phases au lieu d'une. On appelle ça le triphasé. Et l'avantage du triphasé, c'est que la puissance électrique envoyée est constante. C'est pour ça que la plupart des lignes électriques ont 3 câbles ou un multiple de 3 câbles. Et d'ailleurs, vous vous souvenez cette manie de Tesla de tout diviser par 3, peut-être que ça l'a aidé à trouver cette idée du triphasé. Donc quand le triphasé arrive, tout de suite le courant alternatif, ça devient beaucoup plus intéressant. Surtout que, avec le courant alternatif, pour les transports à grande distance, on peut utiliser des transformateurs pour faire monter la tension. C'est le principe des lignes à haute tension. Et l'intérêt de faire ça, c'est que quand la tension est très élevée, on a moins de pertes d'énergie. Voilà, on pourrait se dire pourquoi est-ce qu'on met des lignes à haute tension, c'est un peu dangereux. Eh bien, l'intérêt, c'est de limiter les pertes d'énergie. Et donc le système d'Edison avec le courant continu, il marche bien pour un réseau local, pour éclairer un quartier par exemple, mais dès qu'il y a besoin de transport sur de longues distances, on va vite se rendre compte qu'il vaut mieux utiliser le courant alternatif. Edison, il voit la menace arriver et donc il essaye d'interdire le courant alternatif. Et d'ailleurs, un de ses employés a fini par électrocuter des animaux pour montrer que le courant alternatif c'était dangereux. Et pour être bien sûr d'impacter l'opinion, il est même allé jusqu'à inventer la chaise électrique pour exécuter des condamnés à mort avec du courant alternatif. Mais malgré tout ça, le système de Tesla et de Westinghouse est peu à peu adopté aux États-Unis et en Europe. Le sujet de la vidéo, c'est l'électricité, mais comment parler de Tesla sans évoquer ses autres inventions? Il a déposé plus de 300 brevets, notamment un bateau radiocommandé. Vous trouverez une vidéo sur la chaîne Le Point Genius qui parle de ça, je vous mets le lien en description. Un peu après, il construit une énorme tour pour transmettre des ondes radio à grande distance. Malheureusement, il a du mal à rassembler les financements et il se fait doubler par Marconi qui réalise la première transmission radio transatlantique. Il a aussi fabriqué des robots, des bobines qui génèrent des tensions très élevées. C'est les fameuses bobines Tesla avec les éclairs dans tous les sens là. Il a ensuite essayé d'utiliser ces technologies pour transmettre de l'énergie à grande distance, mais ça n'a pas marché. Sur la fin, il avait des projets très ambitieux. Il voulait carrément utiliser la Terre entière comme conducteur électrique. Et pour essayer de vendre ses projets, il avait des fois tendance à en rajouter, surtout qu'avec l'électricité, les arcs électriques, on peut facilement impressionner les gens. D'ailleurs, Tesla raconte lui-même dans sa biographie qu'à un moment donné, il s'est fait passer pour Steve Brody, une vedette de l'époque. Donc cette tendance à exagérer et même à être parfois un peu mythomane, ça a contribué à la légende, mais ça l'a aussi un peu isolé. Tout ce que Tesla a réalisé, ça suffit déjà largement à en faire un génie. On a construit des statues de lui, il y a des films qui parlent de lui, et on a même carrément donné comme nom à l'unité du champ magnétique, le Tesla. À côté de ça, il y a tout un tas de légendes sur le personnage, et il y a même des gens qui pensent qu'il avait développé des théories encore plus folles, et qu'en mettant en application ces théories, on pourrait révolutionner la physique. Il y a une très bonne vidéo de Monsieur Bidouille sur le sujet, pareil, je vous mets le lien en description. Donc pour revenir à ce que je disais au début, la science, ça demande une rigueur de travail, mais aussi une certaine capacité à rêver. Et c'est cette capacité qui donne ce côté légendaire à Tesla. Il nous a laissé des inventions qui ont changé le monde, mais on aimerait bien imaginer qu'il ait pu en faire encore plus. Voilà, le sujet est très vaste, vous pensez bien que je peux pas parler de tout. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Voilà 3 livres sur le sujet. Les 2 premiers, c'est en anglais, mais le 3e, l'autobiographie de Tesla, c'est en français. On continuera la série sur l'électromagnétisme, il y a encore plein de choses à voir. N'hésitez pas à vous abonner, et bien sûr, merci aux tipeurs pour le soutien financier. Allez, à bientôt.